Oui, je vais à nouveau vous embêter avec quelque chose d'un peu curieux sur le rétromode. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous allez voir, on va d'abord faire une petite partie sur les SLO, expliquer un petit peu le fonctionnement de ces systèmes d'imagerie. Et puis après, on verra l'intérêt du rétromode chez le myophobe. Il y a 1 an et demi, je devais renouveler mon système d'imagerie, donc j'ai acheté le Mirante, un système d'imagerie qui contient un SLO, qui vous permet de faire des OCT, de l'imagerie du pôle postérieur, du grand champ. C'est pas de l'ultra grand champ réellement, puisque c'est du 163 degrés. Il y a une lentille particulière pour faire les clichés grand champ. Et puis donc, il y a le rétromode qui est unique. Bon, donc qu'est-ce que c'est que ce rétromode? J'ai la chance de travailler un petit peu avec Martin Meinster. Martin Meinster, c'est la génération d'Alain Godric ou de Monsieur Koskas. En fait, il a 80 ans. Il donne encore des cours à l'université du Kansas et on discute assez souvent sur Skype. Il se trouve qu'il fait partie des inventeurs des SLO il y a une 40aine d'années. Le SLO, donc, ça permet d'avoir un trou sténopéique, comme ici. Ça va vous permettre de conjuguer un plan de la rétine avec votre système d'imagerie. Donc, on va pouvoir être focalisé sur un plan, on aura de meilleures images. L'autre intérêt du système, enfin, dans le fonctionnement, c'est que, au lieu d'envoyer un flash, comme on a avec nos systèmes à caméra, on envoie un petit faisceau laser qui va balayer le fond d'œil. C'est théoriquement moins éblouissant, mais on sait tous que comme on envoie plusieurs lasers, comme ça passe assez vite, il y a quand même un certain éblouissement. Et on va pouvoir fonctionner donc en mode direct et en mode indirect. Alors le mode indirect, on appelle ça aussi de la transillumination, on va voir pourquoi. Et c'est Nidec qui appelle ça le rétromode. Alors vous voyez que le mode direct, on utilise donc ce trou sténopéique. Alors que pour le mode indirect, on va pouvoir décaler l'ouverture sténopéique soit à droite en DR, soit à gauche en DL, soit avoir une ouverture annulaire pour recueillir d'autres photons. Alors on peut mettre ça en vertical pour distinguer un petit peu le système. Puis je vous mets un petit dessin de la rétine. Donc on envoie le faisceau laser. Et vous voyez qu'avec en mode direct, vous savez tous que on privilégie donc les photons rétrodiffusés et on élimine les autres, ce qui permet d'avoir une image la plus parfaite possible. Et puis on peut faire ça avec un laser vert, un laser rouge, un laser bleu, et on a ce qu'on appelle les images en pseudo-couleur. Avec l'image du Mirante est pas si mal. Je sais pas si on voit mieux bien avec vecteur, mais c'est toujours difficile, hein, ces images en pseudo-couleur. Il y a toujours des reflets un petit peu verts. Vous avez vu sur l'Optos. L'Optos n'est pas tout à fait confocal pour tous les lasers, ce qui fait qu'il y a un petit artefact dans la zone maculaire qu'on n'a pas avec d'autres appareils. N'empêche qu'avec le Mirante, pour analyser la papille, c'est un petit peu difficile compte tenu de ces variations de la couleur. En rétromode, lorsqu'on utilise donc de l'infrarouge, et cette fente un petit peu décalée. Donc on va éliminer les photons rétrodiffusés et on va privilégier ceux qui sont parvenus jusqu'au capteur après une diffusion latérale. Et curieusement, ça donne une image avec un effet assez bluffant sur le relief. L'ouverture annulaire, même système, sauf que là on va privilégier ce qui est diffusé à la fois à droite et à gauche. Et vous voyez que l'image a un côté un petit peu brouillé, mais on va voir qu'on voit bien les altérations pigmentaires. Alors, sur quoi repose tout ça? Finalement, ça repose sur des ombrages. On voit le relief. Bon, les stravologues, ça vient, on voit le relief parce qu'on conjugue les images des deux yeux qui sont un peu décalés. Mais on reconstitue aussi le relief en fonction de notre expérience. On a tous vécu, bon, vous à Perpignan, dans cette région merveilleuse, vous avez vécu avec le soleil. Et donc, vous êtes habitué à voir le soleil qui est là-haut et les ombres qui sont décalées à l'opposé. Cette image-là, vous voyez, on a tous tendance à voir ça un petit peu en relief et ça en creux. Mais si vous inversez l'image, c'est la même image, mais ça vous apparaît a priori en creux ici et en relief à ce niveau-là. Et on a un petit peu la même chose avec le rétromode. Vous voyez, entre l'image en DR et en DL, on va avoir des ombrages qui sont différents et qui nous donnent des impressions de... Personnellement, je vois ça en relief ici et en creux là, mais suivant votre expérience, vous pouvez voir les choses un petit peu différentes. Donc, c'est des choses qui avaient été publiées donc sur les aspects psychophysiques, donc dans les années 80, et ça avait été repris un peu après. Avec Martin Meinster, on avait repris un petit peu les choses pour expliquer ça. Évidemment, avec ça, comme c'est intrinsèquement un système en 2 dimensions, vous pouvez pas faire des mesures. N'empêche que l'effet de relief est quand même bluffant. Donc on alterne souvent avec le rétromode entre cet aspect bluffant et puis le fait que non, mais c'est simplement une impression, une sorte d'illusion entre guillemets. On va reprendre le cas de maculopathie liée à l'âge. Vous voyez ici on est en DL.
Je vous mets le cliché en autofluorescence et puis la pseudo-couleur. Vous voyez que le repérage des drusons, c'est réellement bluffant. On repère des drusons ici qu'on a vraiment du mal à voir avec un autre système. Par contre, tiens, ces altérations pigmentaires qu'on repère bien en autofluorescence, on les voit un petit peu en couleur, mais on les voit pas du tout sur le DL. Et c'est là qu'arrive l'ouverture annulaire. Si on zoome, on voit remarquablement ces altérations pigmentaires. Donc on a des choses qui sont un petit peu complémentaires. L'idée après, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire pour la myopie forte? Donc on va reprendre quelques cas rapidement. Une patiente de 53 ans, oui, 4/10, des métamorphopsies récentes. Bon, c'est les cas que montrait Eric Souillette ce matin. A priori, il s'agit de néovaisseaux. Vous voyez sur l'autofluorescence, le petit halo hyperfluorescent avec du matériel des photorécepteurs qui est répandu dans le DSR. On fait l'angiographie et la fluorescéine. On va voir la petite diffusion du colorant, comme le montrait Eric. On n'avait finalement peut-être pas tant besoin de faire l'angiographie et la fluorescéine puisqu'on voyait tout ça en OCTA. Et puis tiens, sur le rétromode, vous voyez cet aspect, on va retrouver quelques éléments liés à la rupture de la membrane de Bruch, qu'on voyait sur les autres photos, et puis on va retrouver les limites du soulèvement. Dès qu'il y a un petit effet de relief, dans les effets de relief subtils, tiens, on va pouvoir les remarquer. Une patiente qui avait aussi une rupture de la membrane de Bruch, elle se plaint de rien, à part quelques petites métamorphopsies, il n'y a pas eu d'hémorragie. En autofluorescence, on peut distinguer quelques petites zones un petit peu noires en regard des zones de rupture qui apparaissaient sur le cliché couleur. En angiographie à la fluorine, si vous regardez bien, il y a un petit effet fenêtre à certains endroits correspondant aux ruptures de la Bruch. Et en rétromode, on est étonné de voir finalement plus de choses qu'on aurait pensé avec ces aspects ici, comme s'il y avait des altérations pigmentaires qui apparaissaient. J'ai cherché en OCT à voir la rupture de la membrane de Bruch sur le mapping ou sur les coupes en haute définition. C'est pas si évident. Bon, de manière générale, c'est pas évident de voir les ruptures de la Bruch, même en OCT. L'équipe d'Onomatsui avait publié cet article où il fallait vraiment que ce soit grand pour bien les voir. Il faut chercher. Une patiente de 60 ans avec une cicatrice de néovascularisation. Je vous montre ces clichés parce que c'est intéressant sur la comparaison des différents systèmes ou les différents apports entre l'autofluorescence et le rétromode. Là, on est en ouverture annulaire. Et vous voyez que cette dame, elle avait fait des néovaisseaux traités il y a une vingtaine d'années en PDT. Après une récidive, elle avait été traitée par anti-VEGF. Elle a fait un trou maculaire qui a été opéré. Et elle maintient sa vision. Ce qui est intéressant, c'est que en rétromode ouverture annulaire, on distingue bien les éléments cicatriciels qu'on voyait déjà bien sur le cliché couleur. Un patient de 67 ans avec un fovéoschisis. Vous voyez l'aspect un petit peu ridé qu'on a partout, donc ça permet de repérer un petit peu un aspect en feston autour de la fovéola et un aspect un petit peu plus général ridé, peut-être sur l'extension du fovéoschisis. C'est évidemment bien plus criant en OCT. Et vous voyez, sur le cliché agrandi, c'est assez bluffant de voir ces aspects. Mais on a un petit peu de mal à tout analyser. Comme là, par exemple, vous voyez des vaisseaux normaux. Une patiente avec de minimes métamorphopsies, on voit les ruptures de la membrane de Bruch, on peut les repérer un petit peu en OCT. Et puis sur le BISCAN, on voit ce fovéoschisis qu'on va repérer également en rétromode. Un cas, alors tiens, ça rejoint un peu les discussions qu'on avait tout à l'heure sur les diffusions au bord du staphylome. Comme avait décrit Yves Cohen, on voit la différence d'épaisseur de la choroïde au bord du staphylome et ce décollement sérorétinien. Bon, la patiente avait été traitée il y a une dizaine d'années en PDT. Et tiens, ça avait fonctionné, comme l'expliquait Michael Sebag ce matin. Et puis, elle a fini par récidiver, mais 10 ans après. On retrouve tout ça. Et puis, ce qui est un petit peu bluffant en rétromode, c'est de retrouver tous ces plis de la choroïde et de l'épithélium pigmentaire. Après, en grand champ, ce patient avec son staphylome myopique, on s'était amusé à retrouver peut-être les bords du staphylome myopique en rétromode. De même au niveau de l'autre œil. Un autre patient qui avait été envoyé pour savoir ce qu'on fait, 75 ans, il a eu 7 IVT pour ses néovaisseaux du myope. Est-ce qu'ils sont stabilisés? Est-ce qu'on peut laisser tranquille? Ou est-ce qu'il faudra encore poursuivre des injections? Me demander mon avis. Bon, a priori, vous voyez bien, les bords de la lésion semblent stables. Ce qui est un peu curieux, c'est d'avoir des néovaisseaux qui sont à cet endroit-là. En fait, souvent, les néovaisseaux sont plutôt dans l'herbe maculaire, chez le myope fort. On voit l'importance du staphylome.
Et puis sur le cliché en rétromode, tiens, finalement, ces néovaisseaux, ils sont peut-être finalement des néovaisseaux qui sont au bord du staphylome. On a peut-être l'explication de la pathogénie des vaisseaux. Donc en pratique, hein, si je vais essayer de faire la conclusion la plus honnête possible sur le rétromode, je crois que c'est important d'abord dire qu'il est difficile de prévoir l'apport du rétromode dans un bilan d'imagerie. On a des fois des images extraordinaires qu'on a envie de montrer, et d'autres fois ça n'apporte rien. Donc c'est difficile de savoir si ça va vous apporter quelque chose réellement dans la maculopathie liée à l'âge, comme on a un petit peu pu le montrer, pour dépister des petites drusones, les classer, c'est réellement intéressant. Chez le myope, vous avez vu, ça peut être utile pour repérer les effets de relief liés à la membrane de Bruch, liés à un petit DSR, un foveoschisis. Éventuellement, on peut repérer les bords du staphylome, bon, pourquoi pas. Et à nouveau, le principal inconvénient, c'est l'absence d'informations 3D, parce que c'est vraiment une technique en 2 dimensions. Finalement, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de publications sur le sujet, c'est probablement pour ça. Donc, je vous remercie.